La gardeuse d'oies. Il était une fois une princesse qui allait épouser un gentil prince dans un pays lointain. Le jour de son départ, sa mère, la reine, lui offrit un magnifique cheval qui répondait au nom de Falada et qui savait parler. Elle lui remit également un petit mouchoir blanc sur lequel elle avait laissé couler 3 gouttes de son propre sang. « Porte toujours ce mouchoir sur toi, mon enfant, conseilla-t-elle à sa fille. Il te protégera au cours de ce long voyage. » À la femme de chambre chargée d'accompagner la princesse, la reine demanda ensuite « Veilleras-tu bien sur ma chère fille ?» Mais la servante dédaigna de répondre. La jeune princesse enfouit le chiffon dans son corsage et fit ses adieux à tous. Elle enfourcha ensuite son beau cheval et, suivie de sa camériste, partit pour cette région inconnue où son fiancé l'attendait impatiemment. À la fin de la journée, la jeune princesse s'arrêta au bord d'un ruisseau limpide. Elle avait très soif et elle demanda à sa femme de chambre « Voudrais-tu aller me chercher un peu d'eau ? Prends la coupe d'or que ma mère a mise dans les sacoches de ton cheval. » « Pas question, » répliqua la femme. « Je ne suis pas une simple servante. Si vous voulez boire, allez donc vous-même vous chercher de l'eau. Et vous feriez mieux de laisser la coupe d'or là où elle se trouve. Ainsi, vous ne la salirez pas et je ne serai pas obligée de la laver. » La princesse soupira. Elle allait devoir voyager plusieurs jours encore avec cette compagne et ne voulait pas provoquer de discussion. Elle descendit donc de son cheval et se dirigea vers le ruisseau. Là, elle s'agenouilla, recueillit un peu d'eau fraîche entre ses mains et se désaltéra. Puis, elle soupira de nouveau. « Je ne comprends pas pourquoi cette femme est si désagréable, se dit-elle. Soudain, elle entendit murmurer « Si ta mère savait cela, elle en aurait le cœur brisé. » C'étaient les 3 gouttes de sang sur le mouchoir blanc qui venaient de prononcer ces mots. Étonnée, la princesse remonta sur son cheval et les 2 femmes poursuivirent leur route en silence. Le lendemain, il faisait merveilleux. Lorsqu'elles arrivèrent près d'une petite rivière, la princesse, qui avait déjà oublié l'incident de la veille, proposa à sa femme de chambre « Ne veux-tu pas aller me chercher un peu d'eau ? Prends la coupe en or que ma mère a mise dans les sacoches de ton cheval. »« Et quoi encore ?» cracha la femme d'un air hautain. « Je vous l'ai dit hier, reprit-elle, je ne suis pas une simple servante. Si vous avez soif, descendez vous-même au bord de la rivière. » La princesse mit pied à terre et se dirigea vers le cheval de la femme de chambre pour aller chercher la coupe. « Halte là !» s'écria la femme. « Je n'ai pas l'intention de nettoyer cette coupe quand vous aurez bu. » La princesse courut jusqu'à la rivière et se mit à genoux pour boire dans ses mains. « Mais pourquoi me traite-t-elle ainsi ?» se demanda-t-elle encore. Et les gouttes de sang sur le mouchoir blanc murmurèrent « Si ta mère savait cela, elle en aurait le cœur brisé. » Cependant, comme la princesse se penchait pour boire encore, le mouchoir donné par la reine glissa de son corsage et fut emporté par le courant. La princesse n'avait rien remarqué. Mais la femme de chambre s'en était aperçue. Elle sut alors que la jeune fille se trouvait désormais en son pouvoir. La princesse se dirigea vers son cheval, mais lorsqu'elle glissa son pied dans l'étrier, la femme de chambre lui dit « Tu ne voyageras plus sur Falada. Nous allons changer de monture. » Docile, la princesse s'exécuta, et même lorsque la camériste lui ordonna d'ôter ses beaux habits et ses bijoux, elle ne put s'empêcher de lui obéir. La femme de chambre jeta alors sa propre robe et son propre foulard à la tête de la princesse et passa les vêtements de celle-ci. Tout en bouclant sa ceinture dorée, elle déclara « Si tu oses parler de ceci, tu le regretteras. » Quelques jours plus tard, la princesse et sa compagne, qui montaient désormais Falada, arrivèrent en vue du palais du prince. Le fils du roi se précipita vers elle et tendit la main vers la servante pour l'aider à descendre de sa monture. Il croyait en effet avoir devant lui sa future épouse. Il la fit pénétrer dans le palais et la présenta au roi. Celui-ci, guettant leur arrivée par la fenêtre, avait noté que la fiancée de son fils était accompagnée d'une fort jolie jeune fille. « Qui est-ce donc ?» demanda-t-il à la femme de chambre. « Oh, personne, » lui répondit la fausse fiancée. « Ma mère me l'avait confiée pour qu'elle m'aide pendant le voyage. Mais c'est une paresseuse. Envoyez-la donc en cuisine pour la faire travailler. »« Nous avons assez de personnel aux cuisines, » répliqua le roi. « Mais elle pourrait peut-être aider le garçon qui garde mes oies. »« J'ai encore une demande à vous faire, »
poursuivit la femme. « Mon cheval est bien beau, mais très peu fiable. Il m'a désarçonné plus d'une fois. Pourriez-vous le faire abattre ?»« Bien, » dit le roi, qui n'appréciait guère la fiancée de son fils. En outre, il ne comprenait pas sa hâte à vouloir se débarrasser d'un si beau cheval. Il ne pouvait évidemment pas deviner que Falada pouvait parler et que la fausse princesse craignait qu'il ne dévoile un jour toute la vérité. Le roi fit donc conduire le cheval chez l'équarrisseur. Mais la véritable princesse, qui avait tout entendu, se précipita chez celui-ci et lui glissa une des pièces d'or que sa mère lui avait données et qu'elle avait cachées dans la poche de son jupon. Elle lui demanda ensuite s'il accepterait de clouer la tête de son fidèle cheval juste au-dessus de l'entrée des jardins du palais. « J'aime tant ce cheval, supplia-t-elle. Ainsi pourrais-je au moins le voir tous les jours en passant. » L'équarrisseur trouva cette prière fort étrange, mais il était bien décidé à gagner la pièce d'or. Le lendemain matin, la princesse et Conrad, le petit gardeur d'oie, emmenèrent celle-ci vers les jardins du palais royal. Et ils découvrirent effectivement la belle tête de Falada clouée juste au-dessus de la porte. La princesse lui adressa aussitôt la parole. « Oh, Falada, que fais-tu là ?» Et le cheval de répondre. « Oh, ma princesse, où vas-tu là? Si ta pauvre mère le savait, son tendre cœur se briserait. » Conrad trouva cela fort bizarre, mais il ne dit rien. Les deux jeunes gens se rendirent ensuite dans la prairie. La princesse détacha ses cheveux et se mit à les brosser. Conrad n'avait encore jamais vu d'aussi beaux cheveux. Il demanda à la jeune fille. « S'il te plaît, pourrais-je avoir quelques-uns de tes admirables cheveux ?»« Non, Conrad, je suis désolée, » répondit doucement la jeune princesse. « Il faudrait que je les arrache et cela me ferait mal. »« Mais non, tu ne sentiras rien, » s'exclama le garçon en saisissant une poignée de cheveux. La princesse comprit que Conrad voulait lui faire peur et cria. « Souffle, souffle ici, ventelet, sur le chapeau de ce valet et fais-le donc courir un peu, le temps que je brosse mes cheveux. » Et le vent s'exécuta. Le chapeau du gardeur d'oie s'envola, et lorsque celui-ci parvint enfin à le rattraper, la princesse avait fini de tresser sa longue chevelure. Vexé, Conrad bouda toute la journée. Mais le lendemain, les deux gardeurs d'oie franchirent de nouveau l'entrée des jardins du palais. Et de nouveau, la princesse s'écria. « Oh, Falada, que fais-tu là ?» Et le cheval de répondre. « Oh, ma princesse, où vas-tu là? Si ta pauvre mère le savait, son tendre cœur se briserait. » Conrad était toujours aussi étonné, mais il continua à se taire. Une fois dans la prairie, la princesse ôta son foulard et commença à se brosser les cheveux. Le garçon fit de nouveau mine de vouloir lui en arracher. Mais la jeune fille lança encore une fois précipitamment. « Souffle, souffle ici, ventelet, sur le chapeau de ce valet, et fais-le donc courir un peu, le temps que je brosse mes cheveux. » Cette fois encore, le vent emporta le chapeau du moqueur, et la princesse put brosser tranquillement sa chevelure. Mais Conrad était plus curieux que fâché. Cette nouvelle gardeuse d'oie a l'air vraiment très spéciale, se dit-il. Le soir, il se rendit au palais où il demanda à parler au roi. « Je ne veux plus garder les oies avec cette bonne femme, votre majesté, déclara-t-il. »« Et pourquoi donc ?» s'étonna le roi. « Parce qu'elle est très étrange, dit le garçon. »« Comment cela ?» demanda le roi. « Eh bien, tous les matins, quand nous franchissons la porte des jardins, elle s'adresse à la tête du cheval qui la surmonte et lui dit « Oh, Falada, que fais-tu là ?» Et le cheval lui répond « Oh, ma princesse, où vas-tu là? Si ta pauvre mère le savait, son tendre cœur se briserait. » Quand nous arrivons dans la prairie, elle se met à se brosser les cheveux. Alors je fais semblant de vouloir lui en arracher, juste pour la taquiner. Mais elle ordonne alors précipitamment « Souffle, souffle ici, ventelet, sur le chapeau de ce valet et fais-le donc courir un peu le temps que je brosse mes cheveux. » Et alors, le vent se met à souffler et je suis obligée de courir après mon chapeau. Le roi réfléchit. « Voilà une étonnante histoire, admit-il. » Et il pria le gardeur d'oie de partir le lendemain avec la jeune fille comme si de rien n'était. Le matin suivant, les deux jeunes gens franchirent donc comme d'habitude la porte des jardins sans apercevoir que le roi les suivait. La princesse dit au cheval
« Oh, Falada, que fais-tu là ?» Et le cheval de répondre « Oh, ma princesse, où vas-tu là? Si ta pauvre mère le savait, son tendre cœur se briserait. » Le roi se dirigea ensuite discrètement vers la prairie. Là, il vit que la princesse commençait en effet à se brosser les cheveux. Conrad fit comme s'il voulait lui en arracher, et la princesse s'écria « Souffle, souffle ici, ventelet, sur le chapeau de ce valet, et fais-le donc courir un peu le temps que je brosse mes cheveux. » Le roi put constater que le chapeau s'envolait et que le gamin était obligé de courir à toute vitesse pour le récupérer. Quand il revint, la jeune fille avait eu le temps de tresser ses cheveux tout à son aise. Le soir, lorsque la gardeuse d'oie fut de retour au palais, le roi envoya un valet la chercher. Il avoua à la jeune fille qu'il l'avait suivie et lui demanda d'expliquer pourquoi elle s'adressait à une tête de cheval et pour quelle raison elle agaçait le pauvre Conrad. « Je ne puis vous répondre, dit la princesse. Je suis obligée de me taire pour éviter qu'il ne m'arrive quelque chose de terrible. »« Bien, répondit le roi. J'admets tes craintes. Mais qu'adviendrait-il si tu racontais tes malheurs à quelque chose et non à quelqu'un ? » « Que voulez-vous dire, Majesté ?» s'étonna la jeune fille. « Ne pourrais-tu pas parler au poil, par exemple, petite gardeuse d'oie ?» suggéra le roi. La princesse lui lança un regard empli de gratitude et reconnut. « On m'a en effet dit de n'en parler à personne, mais pourquoi pas un poil ?»« Fais vite alors !» appressa le roi qui fit semblant de quitter la pièce. La princesse ne remarqua pas qu'il allait en réalité se cacher derrière le poil. Et elle se mit à raconter son histoire. Le roi avait de la peine à contenir son courroux. L'épouse de son fils était donc une simple servante. À la fin de son récit, la princesse éclata en sanglots. Mais soudain, elle sentit que quelqu'un lui caressait les cheveux. Elle releva la tête. Le roi se trouvait devant elle. Puis, il lui prit la main pour la conduire chez une des dames de la cour. « Donne à cette jeune fille les plus beaux atours que tu trouveras, » lui ordonna-t-il. Ensuite, il se précipita lui-même chez son fils. Le soir, le roi amena la princesse dans la salle à manger. Le prince en tomba follement amoureux dès qu'il la vit si resplendissante. La fausse princesse, elle, n'avait pas reconnu sa maîtresse. Le roi réclama le silence et se mit à raconter l'histoire d'une femme qui avait trompé un prince. « Que ferais-tu de ce genre de menteuse ?» demanda-t-il à sa belle-fille. « Je l'enfermerai dans un gros tonneau que je ferai tirer par 2 chevaux sur une route cahoteuse, » lui dit la femme de chambre. Elle en sortirait toute bleue et toute meurtrie. « Eh bien, c'est précisément ce qui va t'arriver, » annonça le roi, « car c'est ton histoire que je viens de raconter. » Et la vraie princesse épousa enfin son prince tant attendu. Ils vécurent très, très heureux et ils fondèrent une nombreuse famille. Véronique et la vieille théière. Véronique habitait avec ses parents et son petit frère une petite ville de province. C'était les vacances et toutes ses amies étaient parties camper le long de la côte ou en voyage à l'étranger. Mais les parents de Véronique avaient décidé de rester à la maison cette année-là à cause du petit dernier. Véronique s'ennuyait et errait tous les jours sans but à travers les places et les rues désertes. Un matin, elle aperçut sur le trottoir une vieille théière. Après lui avoir donné un bon coup de pied, elle la ramassa et, sans réfléchir, se mit à souffler dans le bec verseur. Aussitôt, un gros nuage de fumée verte apparut et, petit à petit, la silhouette d'un homme vert se dessina. « Je suis le bon génie de la théière, » annonça-t-il. « Si tu fais un vœu, je le réaliserai. » Le visage de Véronique s'illumina. « Chic alors !» s'écria-t-elle ravie. « J'aimerais bien devenir chanteuse dans un groupe pop très célèbre. » Aussitôt, Véronique se retrouva sur la scène d'une immense salle de concert. Des milliers de spectateurs hurlaient. Le batteur se lança dans un morceau New Beat en tête du hit parade et Véronique, saisissant le micro, commença tout naturellement à chanter. Le public déchaîné tapait des pieds et des mains sur le rythme endiablé de la musique.
Véronique chanta toute la soirée, et encore le soir suivant, puis un troisième soir. Mais elle ne s'amusait déjà plus tellement. Alors, elle souffla de nouveau dans la théière, et le bonhomme vert réapparut. « Je ne veux plus être une chanteuse pop, » déclara Véronique. « Emmène-moi dans une grande ville. J'y arrêterai des voleurs. Je sais comment m'y prendre. Je l'ai vu faire à la télé. » Aussitôt, Véronique se retrouva au volant d'une voiture sport, à la poursuite de deux bandits qui essayaient de quitter la ville. Juste à l'entrée de l'autoroute, elle parvint à les rattraper. Pendant plusieurs jours, Véronique se plut à raconter aux journalistes comment elle avait réussi ce beau coup de filet. Mais à la 10e fois, elle commença à se lasser et souffla dans le bec de la théière pour en faire sortir le génie vert. « Je n'ai plus envie de rester ici, » lui dit-elle. « Je voudrais, m'envoler dans un vaisseau spatial à la conquête de la planète Mars. » Aussitôt, Véronique se retrouva en chemin pour la planète rouge. Mais lorsque le vaisseau atterrit, elle dut fort déchanter. Il n'y avait là rien à voir et surtout rien à faire. Elle appela tout de suite l'homme vert. « Je ne vois vraiment rien de gai ni d'intéressant ici, » lui dit-elle. « Ramène-moi sur la Terre. Ensuite, je veux être capitaine d'un navire pirate. » Aussitôt, Véronique se retrouva, vêtue d'un magnifique costume de corsaire, à bord d'une caravelle. Au milieu de vrais brigands, elle se mit à piller tous les navires qui passaient et à terroriser les équipages. À la fin de la journée, les pirates fêtaient leur capture. Ils dansaient toute la nuit et buvaient comme des trous, sauf Véronique qui, dès le 3e jour, commença déjà à en avoir assez. Elle souffla dans la théière pour appeler le génie. « Je m'ennuie sur ce bateau, » boula-t-elle. « Ce n'est pas aussi drôle qu'à la télé. À la place du rhum, j'aurais mieux aimé une tasse de chocolat chaud avec de la tarte. » Puis, après avoir réfléchi un instant, elle ajouta « Dis, ne pourrais-tu pas me changer en génie? Ainsi, je ne devrais pas tout le temps t'appeler. Je suis las de toujours devoir souffler dans cette théière quand j'ai besoin de toi. » Alors le génie sentit la moutarde lui monter au nez. « Toi aussi, tu commences vraiment à m'ennuyer, » grogna-t-il. Mais Véronique se retrouva chez elle, installée devant la télévision, près d'une tasse de chocolat chaud et d'un morceau de tarte. Le génie avait réalisé son dernier vœu. Mais ensuite, il avait très sagement fait disparaître la théière et Véronique ne le revit plus jamais. Et elle se dit que, tout compte fait, elle ne se trouvait pas si mal chez elle, auprès de ses parents et de son petit frère. Les défenses de Pépé Longue-Dent. Il y a très longtemps, un grand dracard hantait la mer du Nord, glaciale et grise, entre la Norvège et l'Écosse. Dans la proue du navire, une gigantesque tête de dragon avait été sculptée, tandis qu'un immense corbeau noir était peint sur la voile rouge. Les Vikings qui se trouvaient à bord étaient en fait des pirates, qui pillaient tous les navires qu'ils rencontraient au cours de leur périple. En général, ces pirates vivaient des aventures passionnantes, mais parfois aussi, ils s'ennuyaient ferme sur leur grand bateau. Ce jour-là précisément, tout allait mal et les humeurs étaient mauvaises. En plus, le dracard venait à peine de lever l'ancre qu'une terrible tempête éclata. De gros nuages noirs s'accumulèrent au-dessus du pont et il fit soudain tellement sombre que les hommes ne distinguaient pratiquement plus rien autour d'eux. On eût dit que c'était la nuit. Niels, qui était le plus jeune à bord, grimpa tout en haut du grand mât pour voir si le navire ne risquait pas de heurter des rochers, tandis que le capitaine Ulrich grommelait « Si le temps ne se lève pas très vite, nous n'arriverons jamais en Écosse. » La pluie empêchait Niels de rien voir. Et soudain, il entendit un bruit étrange. Tous ses compagnons l'avaient également remarqué. Ils cessèrent de ronchonner et tendirent l'oreille. Ils perçurent alors comme un roulement de tonnerre. Quelle que fût l'origine du bruit, ils s'en rapprochaient. « Niels !
interrogea le capitaine Ulrich. Vois-tu quelque chose de là-haut? Rien du tout, cria le gamin. Oh, si, attendez, j'aperçois quelque chose. C'est énorme et tout gris. Eh mais, c'est un monstre de mer qui ronfle sur les rochers. Les Vikings conduisirent le drakkar dans la direction que Niels leur indiquait. Courageusement, Ulrich mit pied à terre le premier. « Attention, capitaine !» grognèrent anxieusement ces hommes. « N'ayez crainte !» les rassura Ulrich. « Ce n'est qu'un morse, sans doute le plus gros que j'ai jamais vu. Ne faites pas de bruit, il dort profondément. » Un à un, les Vikings grimpèrent à leur tour sur le rocher et formèrent un cercle entourant le morse endormi. À côté de l'animal, ils remarquèrent un grand verre d'eau. Et dans le verre trempait une paire de gigantesques défenses blanches. Or, les Vikings savaient que les défenses de morse étaient très précieuses. « Il doit être très vieux, » affirma Niels. « Seuls les vieux morses ôtent leurs dents avant de dormir. »« Prenons-les, » déclara le capitaine. « Elles valent une fortune. Je n'en ai jamais vu de si longues. Nous les vendrons et nous serons tous riches. »« Vive notre capitaine !» s'écrièrent les pirates. Le capitaine Ulrich s'empara du verre contenant les défenses du morse. Puis, ils remontèrent tous à bord et filèrent aussi vite qu'ils le purent. Un peu plus tard, le morse s'éveilla. « Comme j'ai bien dormi !» se dit-il en s'étirant. Il tendit ensuite la nageoire pour prendre le verre dans lequel il avait mis ses dents. Mais il se gratta le front d'un air perplexe, car ces dernières avaient disparu. Il fouilla la moindre petite anfractuosité de rocher. Il souleva le moindre tas d'algues, mais en vain. Plissant alors les yeux vers le large, il remarqua le drakkar qui s'éloignait à toute vitesse. Le morse était peut-être vieux, mais il avait encore une vue excellente. Et il distinguait nettement un corbeau noir sur la grande voile rouge du bateau. « Ça, c'est un drakkar, se dit-il. Ces voleurs de Vikings ont sûrement filé avec mes dents. » Et le malheureux animal se mit sur le champ à pleurer toutes les larmes de son gros corps. Or, les sanglots d'un vieux morse sont absolument déchirants. Quand un de ces mammifères se met à pleurer, cela s'entend à des kilomètres à la ronde. Les autres morses se précipitèrent tous ensemble vers le rocher d'où provenaient ces lamentations. Les Vikings, eux aussi, avaient entendu et se mirent à ramer de plus belle. Car le désespoir du morse était si grand que les pirates commençaient déjà à regretter leur geste. « Que se passe-t-il donc, Pépé Longue-Dent » s'inquiétèrent les morses. « Ces horribles Vikings ont dérobé mes dents pendant que je dormais » sanglota le morse. Les autres morses secouèrent la tête avec compassion et essayèrent d'imaginer un moyen d'aider leur ami. Tout à coup, le plus jeune d'entre eux s'exclama. « Pourquoi n'irais-tu pas trouver le vieux sage? Il pourrait peut-être t'aider. »« Mais non, c'est moi, le vieux sage, » renifla Pépé Longue-Dent. « Et je ne sais que me conseiller. » Et il se remit à sangloter à fendre l'âme. « Nous allons bien trouver une solution, Pépé, » affirmèrent les morses. « Dès que nous aurons trouvé, nous te préviendrons. » Et ils s'éloignèrent à la nage, laissant Pépé Longue-Dent tout triste sur son rocher. Un peu plus tard, le soleil se remit à briller et un magnifique arc-en-ciel se dessina au-dessus de la mer. Du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu et du violet égayèrent l'océan. Soudain, le vieux morse sourit. Tous les enfants qui habitent dans l'extrême nord de l'Europe connaissent l'histoire d'Odin, le grand roi des dieux scandinaves. Ceux-ci vivaient dans un autre monde, et pour se rendre chez les mortels, il empruntait toujours un arc-en-ciel. Or, Pépé Longue-Dent avait évidemment entendu raconter l'histoire d'Odin. Contemplant longuement le bel arc-en-ciel, il se mit à réfléchir. « Je vais nager jusqu'à lui, et puis j'y grimperai, se dit-il. Il suffira ensuite que je demande une audience au vieil Odin. » Le vieux morse plongea promptement dans la mer et se dirigea vers l'arc-en-ciel. Lorsqu'il arriva tout près de lui, il lui apparut bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il allongea prudemment une nageoire pour le toucher. La matière en était absolument lisse, mais il semblait solide. Sans hésiter, Pépé Longue-Dent commença son ascension. Combien de
temps me faudra-t-il pour arriver dans le monde des dieux ?» se demandait-il. « Odin et les autres vivent-ils toujours là et accepteront-ils de m'aider ?» Cependant, Pépé Longue-Dent montait toujours, encore et encore. Et tout en grimpant, il écoutait le clapotis des vagues, la chanson du vent et le cri des mouettes dans le ciel. Il entendait également un léger bruissement. On eût dit que l'arc-en-ciel fredonnait. Pépé Longue-Dent se mit alors à murmurer une petite chanson en suivant la mélodie de l'arc-en-ciel. J'étais un morse aux longues dents, heureux de vivre dans les flots. Mais des pirates imprudents ont volé mes belles défenses, sans se soucier de mes sanglots. Et je vais demander aux dieux de venger pour moi cette offense et de châtier les audacieux. Beaucoup plus tard, le vieux morse se retrouva au sommet de l'arc-en-ciel. Il souffla un peu, puis décida. Il est grand temps de poursuivre ma route. Heureusement, fini l'alpinisme. Je n'ai plus qu'à me laisser glisser jusqu'en bas maintenant. Pépé Longue-Dent se coucha sur le dos et ferma les yeux. Il respira un bon coup, puis il se laissa descendre vers le monde des dieux scandinaves. En jetant un regard prudent en avant, il aperçut dans le lointain un magnifique château de glace. Devant le portail, un soldat montait la garde. Pépé Longue-Dent cria de toutes ses forces « Attention !» Mais trop tard, le malheureux n'eut pas le temps de s'écarter. Il fut littéralement aplati sous le poids du morse qui l'entraîna tout le long des couloirs du château jusque dans une vaste salle où Odin et les autres dieux du Nord étaient assis autour d'une table, occupés à boire et à manger. Renversant tout sur son passage, Pépé Longue-Dent fonça contre un des pieds du meuble qui arrêta sa course folle. Il demeura là, un peu assommé, et il lui fallut un certain temps pour retrouver ses esprits. « Je crois bien que me voilà arrivé, songeait-il. J'espère vivement que mon irruption brutale ne va pas trop les indisposer contre moi. » Et il ouvrit un œil apeuré sur son entourage. Cependant, le roi Odin et les autres dieux se tordaient de rire en voyant l'affolement du soldat et l'étonnement du morse. Un des dieux alla aider Pépé Longue-Dent à se relever. Après lui avoir offert un verre d'eau ainsi qu'aux gardes pour qu'ils puissent se remettre de leurs émotions, Odin s'adressa au morse d'un ton sévère. « Que viens-tu donc faire ici ?» Le vieux morse se mit à bredouiller. « Je suis désolé de vous déranger, monsieur. » Il ne savait pas bien comment s'adresser à un roi divin. « Mais j'ai été cambriolé. » Et il raconta toute son histoire au roi des dieux. Commença ce dernier lorsque le morse eut terminé son récit. Je t'aiderai bien, mais je suis vraiment débordé. Je vais demander à la princesse Fricka de me remplacer. Pas de problème, leur déclara la princesse quand Odin lui eut tout expliqué. Immédiatement, elle ôta son ample manteau et le retourna. Il était fourré de plumes blanches. Puis la princesse le reposa sur ses épaules et disparut en un clin d'œil. Pépé Longue-Dent se frotta les yeux. Devant lui, à la place de la jolie Fricka, il ne restait plus qu'une cigogne blanche, et le manteau bleu de la princesse gisait au pied de l'oiseau, dégarni de ses plumes. « Viens, Pépé !» dit la cigogne avec la voix de la princesse. « Enroule-toi dans ce manteau pour que je puisse te soulever avec mon bec. » Le pauvre morse n'y comprenait absolument rien, mais il fit ce que l'oiseau lui demandait. La cigogne, qui n'était autre que la princesse Fricka, déploya alors ses ailes. Elle saisit le manteau bleu et s'envola par la fenêtre du château en emportant le morse. Un peu plus tard, il survolait la mer du Nord. Au début, Pépé Longue-Dent avait fermé les yeux tant il avait peur. Mais après un moment, il osa jeter un coup d'œil en dessous de lui. Tout à coup, il se mit à hurler. « Là, en bas! Voilà les Vikings qui ont volé mes dents, je les reconnais !» « Accroche-toi !» s'écria la cigogne. « Nous allons atterrir !» À bord du drakkar, Niels, le jeune mousse, avait déjà remarqué le morse et la cigogne. Et il avait couru prévenir ses compagnons. Le capitaine Ulrich, affolé, se frotta le menton en gémissant. « Nous allons être punis. Ce morse doit être un animal surnaturel. Au fait, qui a eu l'idée de lui voler ses défenses ?» « Mais c'est vous-même, capitaine !» osa affirmer Niels, tandis que les autres matelots hochaient la tête. « Assez !» gronda alors le capitaine. « Niels, viens ici et prends le gouvernail. Je vais aller me cacher. Enfin, je veux dire, me reposer. Entre-temps, tu vas essayer d'expliquer à ce vieux morse que nous ne voulions pas lui faire de mal. »
et le capitaine se précipita dans sa cabine. Au même moment, la cigogne atterrit sur le pont et se retransforma en une jolie princesse. « Ne soyez pas irrités contre nous, je vous en prie !» supplia un viking, l'air penaud. « Vous savez bien pourquoi nous sommes ici ?» commença la princesse Fricka. « Et si vous ne restituez pas immédiatement les dents du morse, je transformerai chacun d'entre vous en escargot de mer. » Les pirates la regardèrent avec effarement, puis baissèrent la tête. « Allez, qu'attendez-vous donc ?» gronda la princesse. Mais personne n'osait lui dire ce qui était arrivé aux dents de Pépé Longue-Dents. Finalement, Niels prit son courage à deux mains et expliqua. « Il faut bien que nous vous avouions quelque chose de terrible, monsieur le morse. Le menuisier du bateau a découpé vos défenses. »« Découpé ?» grogna le vieux morse. « Comment cela, découpé ?»« Découpé ?» s'effara la princesse furieuse. « Mais peut-être pourrez-vous encore les utiliser, ajouta le mousse, conciliant. Je m'en vais vite vous les chercher. Niels courut jusqu'à l'atelier et en ramena un coffret de bois. Voici, monsieur le morse, dit-il poliment. Pépé Longue-Dents s'empara de l'objet et souleva le couvercle. Ses yeux s'arrondirent d'étonnement. Dans le coffret s'alignaient 4 rangées de ravissantes petites figurines représentant les pièces d'un jeu d'échecs. Des cavaliers, des tours, 2 rois, 2 reines, des fous et les pions. La moitié des pièces étaient peintes en rouge, tandis que les autres avaient conservé la couleur naturelle de l'ivoire. Pépé Longue-Dents les contempla un instant ravi et soupira. « Comme elles sont jolies !» Les vikings poussèrent également un soupir, mais de soulagement. « Il faut que je vous avoue, » raconta le morse, « que tout petit déjà, je rêvais de jouer aux échecs. Quel beau jeu! Merci 1000 fois. Je suis vraiment très content. Mais j'aimerais tout de même que vous me rendiez mes dents. » « Nous sommes vraiment désolés, dit Niels, mais c'est impossible. Le menuisier a sculpté ses pièces dans vos défenses. »« Mais j'ai besoin de mes dents pour manger, protesta le morse. C'est alors que le capitaine Ulrich se montra. Il portait dans les mains son casque de guerrier orné de 2 cornes de taureau. « Monsieur le morse, proposa-t-il, peut-être le menuisier du bord pourrait-il utiliser ses cornes pour vous fabriquer de nouvelles dents. » Les vikings applaudirent, car tout le monde trouvait l'idée géniale. « Ce serait fort bien, en effet, admit le morse. Je suis sûr qu'on en ferait de belles et longues défenses. Mais que mettrez-vous alors sur votre casque ? » « Je suis bien trop vieux désormais pour sillonner les mers comme un pirate, avoua le capitaine. Je viendrai bien vivre sur votre rocher avec vous, car moi aussi j'aime beaucoup jouer aux échecs. » « C'est une excellente idée, déclara la princesse Fricka. Tandis que le menuisier du bord allait tailler de nouvelles défenses dans les cornes de taureau, la déesse se changea à nouveau en cigogne. Et dès que les dents furent prêtes, elle enveloppa le vieux morse et le capitaine Ulrich dans son manteau bleu. Comme il survolait la mer du Nord, Pépé Longue-Dents se mit à fredonner une joyeuse chanson. « Je suis un morse aux longues dents, heureux de vivre au bord des flots. Grâce aux pirates imprudents, je ramène sur mon îlot un ami qui viendra s'asseoir sur le rivage bien au sec, depuis le matin jusqu'au soir pour me combattre au jeu d'échecs. » Le vieux morse et le vieux capitaine vécurent ainsi très longtemps sur le rocher de Pépé Longue-Dents, où ils jouaient aux échecs depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Ne vous moquez jamais d'un Tengu. Il y a très longtemps d'ici, vivaient au Japon des nains connus sous le nom de Tengu. Chacun dans le pays savait qu'il ne fallait jamais se moquer d'un Tengu. Tous ceux qui s'y étaient risqués le regrettaient amèrement. En ce temps-là, un jeune homme appelé Izo-san essaya un jour de se fabriquer une sarbacane avec une tige de bambou. Après l'avoir complètement évidée, il y glissa un petit pois et souffla. Mais le petit pois resta coincé dans la sarbacane. Izo-san secoua celle-ci en tous sens, mais rien à faire.
Il mit alors la sarbacane devant son œil pour vérifier s'il y voyait le petit pois. « Laisse-moi regarder dans ta longue vue !» entendit-il soudain. Izo-san se retourna et se trouva nez à nez avec un tengu. Celui-ci avait la peau toute verte, de grands yeux globuleux, un long nez tout tordu et une courte barbiche noire. « Si je lui jouais un bon tour, se dit Izo-san, ce serait vraiment drôle. »« Non, répondit-il alors au tengu en secouant la tête. « Les choses que je vois à travers cette longue vue sont bien trop belles pour les yeux d'un tengu. »« Je te donnerai mon chapeau si tu me laisses regarder, » proposa le tengu, qui tenta d'arracher la sarbacane des mains du jeune homme. « Pas question, répliqua Izo-san, qui poursuivit d'un air émerveillé. « J'aperçois une île magnifique. »« Laisse-moi voir, » insista encore le tengu. « Je te donnerai ma veste. Celui qui la met devient invisible. » Izo-san commençait à se sentir très intéressé. Il passa la sarbacane au tengu, lui arracha sa veste et s'encourut. Quand le tengu voulut regarder à travers la sarbacane, il ne vit évidemment rien. Il fut alors si furieux que de la fumée sortit de ses oreilles pointues. Cependant, Izo-san avait enfilé la veste et était effectivement devenu invisible. « Je vais pouvoir faire des blagues à tout le monde maintenant, et sans être puni !» jubila-t-il. Il arriva en ville, où il y avait beaucoup de monde. Le jeune homme commença par tirer les oreilles d'un soldat. Ce dernier se retourna, furieux, mais ne vit personne, naturellement. Puis, il s'étala de tout son long, car Izo-san l'avait poussé. Un peu plus loin, Izo-san arracha la légère ombrelle d'une jolie femme et s'encourut en l'emportant, tandis que sa propriétaire s'élançait à la poursuite de l'objet en criant « Au voleur !» tout en se demandant qui l'avait volé, puisqu'elle ne voyait personne. À quelques pas de là, un homme qui venait de s'acheter un kimono s'admirait dans la vitre du magasin. Brusquement, il sentit que le vêtement quittait ses épaules pour s'envoler gaiement à travers les rues. Dans une des boutiques voisines, un poissonnier découpait un poisson en morceaux. Tout à coup, il vit un gros brochet quitter son comptoir et filer en direction de la rivière. Izo-san s'amusait comme un fou. Mais après un certain temps, il en eut assez. Il jeta l'ombrelle et le kimono dans le cours d'eau et rentra chez lui. Là, il ôta la veste magique et donna le brochet à sa mère. « Où donc as-tu trouvé ce poisson ?» demanda celle-ci. « J'ai fait une blague à un tengu, » expliqua Izo-san. Mais il ne parla pas de la veste qui rendait invisible. Avant d'aller au lit, la mère remarqua cependant l'étrange vêtement. « Cette veste est vraiment dégoûtante, » se dit-elle, avant de la jeter dans le feu. « Mère, qu'as-tu fait de ma veste ?» s'enquit Izo-san le lendemain. « J'ai brûlé cette saleté !» lui répondit la mère. Il ne restait plus de la veste magique qu'un petit amas de cendres déjà refroidi. « Zut, moi qui voulais m'offrir quelques verres de vin gratuits à l'auberge !» se lamenta Izo-san. Mais soudain, il eut une idée. Il se déshabilla complètement et se frotta le corps avec les cendres de la veste. Ensuite, il appela « Maman !» Sa mère se retourna, mais ne vit rien. Izo-san se précipita à l'auberge. Il s'y cacha derrière un tonneau dont il ouvrit le robinet et laissa couler le vin directement dans sa bouche. C'est alors qu'un chien s'approcha de lui et se mit à le renifler. « Va-t'en !» murmura Izo-san entre ses dents. « Allons, va-t'en, sale bête !» Mais l'animal ne bougea pas. Izo-san prit alors du vin dans ses mains et fit boire le chien. Celui-ci battit joyeusement de la queue et lécha gaiement le visage du jeune homme. Mais en même temps, il lécha aussi les cendres dont le visage d'Izo-san était couvert. Soudain, ce dernier se rendit compte que tout le monde le regardait. « Qu'est-ce que cela ?» s'écria quelqu'un. « Une tête sans corps et des mains sans bras ?» Izo-san, baissant les yeux,
comprit que le vin, puis la langue du chien, avaient fait disparaître les cendres de la veste magique. Il se saisit tellement qu'il ne remarqua pas que ses pieds baignaient dans le liquide. « Oh! Et les pieds sans jambes !» hurla un autre homme. Les clients s'emparèrent alors de tout ce qui leur tombait sous la main et ils le lancèrent à la tête du jeune homme pour le chasser. Iso-san courut aussi vite qu'il le put. Bientôt, il eut tellement chaud qu'il se mit à suer à grosses gouttes. Et toute cette transpiration qui dégoulinait le long de son corps y dessinait de petits sillons qui devenaient aussitôt visibles. Enfin, le jeune homme arriva au bord de la rivière. Une fois sur le pont, il se jeta à l'eau. Ainsi, le reste des cendres fut rincé et Iso-san se retrouva bien visible, mais nu comme un ver et grelottant des pieds à la tête. Ses victimes se mirent aussitôt à lui lancer des cailloux. « Cessez !» supplia-t-il. « C'est moi, Iso-san. Je ne suis pas un monstre. »« Mais c'est Iso-san !» remarqua finalement l'aubergiste. « Qu'as-tu donc inventé là, fripon ?» Le jeune homme raconta l'histoire du Tengu et il demanda « Puis-je sortir de l'eau, maintenant ?»« Pas avant que tu n'aies promis de me payer mon vin, » dit l'aubergiste. « Et de m'acheter un nouveau kimono, » ajouta le coquet. « Et une nouvelle ombrelle, » renchérit la jolie femme. « Et de me rembourser mon brochet, » grommela le poissonnier. « Et pas avant que tu ne m'aies laissé te tirer les oreilles, » ricana le soldat. Un peu plus loin, sur la rive, un Tengu observait la scène. Dans sa main, il tenait une sarbacane. Celui-là, il regardera 2 fois avant d'encore essayer de se moquer d'un Tengu, conclut-il en grimaçant d'un air sarcastique.